Très bien. Alors, je vais démarrer pour laisser assez rapidement la parole à nos intervenants de ce matin. Alors, on se retrouve ce matin pour parler de l'élaboration et de l'évaluation de la stratégie d'adaptation avec des retours d'entreprise de l'expérimentation Acte Adaptation. Donc, une webconf qui a été préparée et animée par l'ADEME, et avec, les interventions aussi de la SNCF, de l'ORNEC, qui est l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, de l'ABERI et de EDF. Alors, je laisserai les intervenants se présenter, un peu plus tout à l'heure. Je suis moi-même Gaëlle Vandeput, donc responsable logistique et événementiel pour la l'APCC, l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et aussi pour le SVC. J'ai le plaisir du coup de vous accueillir ce matin. On est ensemble pour 1 heure et demie. Avant toute chose, vous rappelez la mission de l'événement, à savoir d'aider les organisations et les territoires à progresser sur la voie de la transition écologique. Comme vous avez sûrement pu le voir, on a 50 webconf et ateliers au programme pour cette 3e édition qui répondent aux 2 questions que vous voyez actuellement s'afficher à l'écran, qui tentent d'y répondre. Donc n'hésitez pas à aller parcourir le programme pour identifier les interventions qui éventuellement vous sembleraient utiles pour vous. Alors, cet événement est initié et coordonné par la PCC et coporté avec donc l'ADEME qui est avec nous ce matin et aussi l'ABC, l'Association pour la transition bas carbone et la Fédération Sinov. Également, l'événement n'aurait pu avoir lieu sans nos nombreux soutiens, parties prenantes, donc sponsors, partenaires. Vous voyez les logos s'afficher actuellement à l'écran. Je voulais prendre juste quelques instants pour les remercier et également remercier toutes les personnes de manière générale qui nous soutiennent depuis la première édition qui avait eu lieu en 2019. Également, sachez que l'événement est gratuit. On avait à cœur de proposer un événement accessible à toutes et tous. Cependant, il a un coût. Si vous souhaitez nous soutenir et surtout pérenniser l'événement pour éventuellement, nous permettre de réaliser une 4e édition, je vous invite à nous faire un don. Je viens de vous mettre le lien dans le chat. Avant de vraiment démarrer, pour les aspects logistiques de la conférence, vous rappelez plusieurs points. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, les intervenants viendront piocher ces dernières directement à cet endroit-là pour y répondre sur les moments dédiés. Également, le replay sera disponible tout de suite dans cette salle quelques minutes après le live. Donc, vous pourrez le diffuser à souhait et également le revisionner si vous le souhaitez ici même. Et il sera disponible jusqu'au 1er septembre à cet endroit. Également, alors ne partez pas sans nous donner votre avis. J'ai un petit bug sur mon 2e écran qui fait que je ne peux vous envoyer le lien dans le chat tout de suite. Je le ferai juste après mon introduction. Mais c'est très important à la fin de cette webconf que vous nous envoyez vos retours en remplissant le formulaire, simplement quelques précieuses minutes de votre temps pour nous permettre de nous améliorer d'année en année. S'il vous reste des questions, vous aurez les contacts des intervenants et intervenantes dans la mailing post-webconf juste après le webinaire. Donc, vous pourrez les recontacter par ce biais ou sur le stand de l'ADEME. J'ai retrouvé l'accès à mon écran, donc je vais pouvoir vous mettre le lien vers le stand de l'ADEME qui contient de la documentation disponible en libre consultation. Donc, vous pourrez y aller pour voir ça et également discuter avec Stéphia qui sera, mais vraiment sur un court instant ce matin après la webconf, donc une petite demi-heure normalement. Voilà. Que vous dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Donc, je vais pouvoir vous passer la main. Stéphia, je te laisse la suite. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne conférence et je vous retrouve sur la fin. Super, merci beaucoup Gaëlle. Je partage donc mon écran. Normalement, c'est bon. Vous voyez le partage d'écran. Oui. Hop. Donc du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc on est ensemble ce matin pour discuter de l'élaboration et de l'évaluation de sa stratégie d'adaptation avec des retours d'entreprise de l'expérimentation Acte Adaptation. Donc présent aujourd'hui, nous avons Manon Durbeck, qui est responsable RSE et climat à l'Aberry Fine Food, Claire Rousselet, qui est experte décarbonation et adaptation au changement climatique à SNCF, Rémi Bussac, qui est chef de mission climat à EDF, Frédéric Chaperer-Delaunay, qui est chargé de mission adaptation au ministère de la Transition écologique et cohésion des territoires et à l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Et du coup, moi-même, chargée de projet risques physiques et adaptation au changement climatique à l'ADEME au sein de l'initiative ACT.
le déroulé du coup de cette heure et demie ensemble. Donc, je vais d'abord vous présenter en introduction qu'est-ce que c'est ACT, l'initiative ACT et un peu plus ACT Adaptation, pour ensuite que les intervenants se présentent, leur entreprise et leur parcours dans l'adaptation. Et ensuite, on pourra passer à un temps d'échange et de questions avant de faire des questions-réponses tous ensemble. Donc, qu'est-ce que l'initiative ACT? C'est une initiative qui a été développée en 2015 avec les accords de Paris. Donc, le but, c'est de donner de la crédibilité quant à la capacité des entreprises à atteindre leur objectif de décarbonation et maintenant aussi d'adaptation avec le développement de la nouvelle méthodologie. Et donc, c'est historiquement développé avec l'ADEME et le CDP. Et c'est une des seules initiatives à l'international qui fournit un cadre de redevabilité climatique pour évaluer la stratégie de décarbonation et d'adaptation. Et ça permet aussi, avec la partie acte pas à pas, de développer sa stratégie, donc de définir et de mettre en œuvre une stratégie et un plan. Donc, on a deux parties, pas à pas, et la partie évaluation. Aujourd'hui, on se concentre sur la partie évaluation et la partie adaptation. Donc, c'est cofinancé par l'ADEME, Climate Kick, le Fonds français pour l'environnement et LIFE. Et le partenariat stratégique qui est désormais l'initiative ACT, c'est la WBA, la World Benchmarking Alliance, donc qui permet aussi d'avoir des benchmarks énergie et climat qui sont disponibles publiquement. Il y a deux parties, donc il y a la partie éviter l'ingérable, donc c'est plutôt la décarbonation, la réduction des émissions, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la partie, comme on peut le dire, gérer l'inévitable, donc sur la partie adaptation au changement climatique. L'objectif mondial de l'article 7 de l'accord de Paris identifie aussi un objectif du coup de renforcer les capacités d'adaptation, renforcer la résilience et réduire les vulnérabilités au changement climatique. À ce titre-là, on a développé la méthodologie ACT Adaptation qui permet d'évaluer la pertinence, l'exhaustivité et la qualité de la stratégie d'adaptation d'une entreprise pour toutes les entreprises de tout secteur, de toute zone géographique et de toute taille. C'est sur le même principe que ACT, donc avec une note finale. Mais surtout, il y a plusieurs indicateurs et plusieurs dimensions qui permettent d'évaluer du coup cette stratégie. On a 3 grandes dimensions sur la méthodologie ACT Adaptation. Donc, une qui se concentre plutôt sur la gouvernance et la stratégie de l'entreprise. Une sur l'analyse des risques physiques, comment les risques sont analysés par l'entreprise. Et une sur le développement des capacités d'adaptation et des actions d'adaptation. Et donc, le tout permet d'évaluer la stratégie d'adaptation de l'entreprise. Et donc, c'est évalué à travers d'indicateurs. Et chaque indicateur a plusieurs seuils de maturité. Donc, ça convient à la fois aux entreprises qui commencent à se lancer dans l'adaptation, comme celles qui sont un peu plus avancées dans le processus. À ce titre, du coup, on a pu tester la méthodologie dans sa version provisoire pendant 7 mois avec 13 entreprises de secteur et d'envergure internationale et avec l'aide d'un bureau d'études Climate Sense. Donc, vous pouvez voir là les 13 entreprises qui étaient participantes à ce road test. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'être en présence de 3 d'entre elles et d'un membre du coup du comité de pilotage de ce road test. Il y a dès à présent le rapport anonymisé du road test, donc le processus, comment ça s'est passé et les résultats agrégés et anonymisés qui est publié. Donc, vous pourrez trouver le lien une fois que vous aurez les slides. Et à venir, du coup, au 3e trimestre, la méthodologie ACT Adaptation, du coup, en version finalisée, une fois que tous les retours des entreprises et de ce road test auront été pris en compte. Et je vais maintenant laisser la parole du coup à Manon Durbeck pour se présenter son entreprise. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je suis Manon Durbeck, je suis responsable RSE et climat. Je travaille pour le groupe Label Fine Foods. Donc Label Fine Foods, en quelques mots, c'est un groupe européen de l'industrie agroalimentaire. On possède des marques qui sont assez connues sur le marché français, la marque La Berry, l'atelier Blini, Delpierre, Comptoir Sushi. Et on opère sur 3 grandes filières d'activité, les produits de la mer, les produits du terroir et les produits apéritifs végétaux. Et du coup, faisant partie du secteur agroalimentaire, on a bien conscience de la responsabilité de ce secteur vis-à-vis des enjeux vis-à-vis des enjeux climatiques au global, la population et les besoins en alimentation étant grandissants, et la production alimentaire représentant aujourd'hui à peu près un quart des émissions globales.
Donc en fait, ce secteur, c'est en même temps une des causes de ces enjeux climatiques et en même temps une des premières victimes. On observe tout un tas de modifications sur les conditions environnementales d'élevage, des événements climatiques extrêmes qui impactent nos cultures végétales, la raréfaction de certaines matières premières qui sont pourtant essentielles à certaines de nos filières d'activité, des tensions sur les ressources en eau, en énergie, etc. En bref, les impacts du changement climatique se matérialisent déjà et vont se matérialiser à différentes échelles et globalement à tous les niveaux de nos activités. Et la nature même de nos métiers, secteur agricole et agroalimentaire, fait qu'on est particulièrement exposé. Donc, pour nous, c'est indispensable d'étudier les effets du changement climatique, d'anticiper les risques qui pèsent sur nos filières d'approvisionnement et sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et tout ça pour arriver à s'adapter à ces changements, améliorer notre résilience et globalement pérenniser nos activités tout simplement. Donc, en quelques mots, parce que je développerai après plus en détail notre approche dans la suite de la conférence, mais comment on a commencé notre stratégie et comment on a commencé à travailler sur l'élaboration de notre stratégie d'adaptation. On a démarré début 2022 avec un travail d'analyse des risques majeurs. Donc, c'est un travail qui a été piloté par le service RSE avec un grand support aussi du service des risques et de l'audit chez nous. Donc, c'est un gros travail d'étude des rapports scientifiques, des modèles climatiques. Mais on a aussi élargi ce travail avec un travail collaboratif en interne où on a impliqué plus de 20 fonctions différentes qu'on a fait plancher globalement sur la question quels sont les risques susceptibles d'impacter nos activités et la stratégie du groupe et comment augmenter notre résilience face à ces risques. Donc, encore une fois, je développerai plus de détails sur les aspects techniques de tout ça. Merci beaucoup Manon pour cette présentation. Je vais passer la parole du coup à Claire Rousselet aussi pour vous présenter l'entreprise. Donc, bonjour à tous, donc Claire Rousselet, moi je travaille au niveau de la direction RSE du groupe SNCF et j'accompagne les différents métiers du groupe dans leurs travaux de décarbonation et d'adaptation au changement climatique. Donc juste pour vous poser le décor, hein, si on s'en tient au ferroviaire en France, c'est 28 000 km de lignes circulées, c'est 15 000 trains qui transportent 4 millions de clients par jour en France, c'est 3 000 gares, c'est 11 millions de mètres carrés de bâtis, 100 000 hectares de foncier. Donc, c'est des installations et des activités qui sont conséquentes, qui se produisent en extérieur, donc on sont de tout temps confrontés aux intempéries. Hein. La météo a toujours été une donnée d'entrée du dimensionnement et de l'exploitation du ferroviaire en France. Mais c'est vrai qu'avec le changement climatique, on est bousculé, voire même surpris par ces intempéries. On a fait le constat sur ces 10 dernières années qu'en fait, on ne pouvait plus gérer tout cela uniquement en format gestion de crise et qu'il fallait absolument anticiper et se préparer à l'évolution de ce climat. Et c'est l'objet de la table ronde de ce matin. Merci beaucoup Claire pour cette présentation également. Et du coup, je vais passer la parole à Rémi pour présenter EDF et les enjeux liés. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis pour ma part le chef de mission climat du groupe EDF. Dans mes missions, ça couvre la coordination d'actions d'adaptation du groupe au changement climatique, également la définition, le pilotage de la trajectoire carbone du groupe. Et donc, je ne vais pas vous présenter EDF, que je pense vous connaissez. Par contre, ça m'a semblé intéressant de vous donner quelques éléments de ce que ça signifiait l'adaptation au changement climatique pour le groupe EDF, avec des éléments assez concrets, puisque d'une certaine façon, l'adaptation et donc les notions climatiques sont prises en compte dès la conception des installations électriques qui ont une longue durée de vie. Donc, de ce fait, vous avez quelques exemples sur cette diapositive. Par exemple, nous avons anticipé le recul du glacier de la mer de Glace, qui est le plus grand glacier français, près de Chamonix, et on a déplacé la prise d'eau pour anticiper ce recul. Nous avons construit très concrètement un barrage ou une digue autour de notre nouvelle centrale nucléaire qui va être mise en service dans quelques années au Royaume-Uni.
Nous avons également fait des modifications très concrètes sur nos ouvrages hydroélectriques pour pouvoir faire face à des afflux d'eau plus importants dans des phénomènes donc, extrêmes. Et en parallèle de ces actions d'adaptation, eh bien, le groupe EDF a internalisé un certain nombre de compétences qui sont relativement uniques, mais qui sont liées au fait que finalement les scénarios climatiques, la projection climatique fait partie de notre activité. Et notamment, donc, nous avons mis en place, d'une part, des capacités donc, de modélisation, également donc de coordination de la prévision de tout ce qui est hydrologie en France. Et ça a été mis en place notamment suite à la canicule de 2003, qui a été un élément déclencheur pour nous. Dans le même ordre d'idées, on a une force d'intervention rapide qui permet de mobiliser 2500 techniciens partout sur le territoire en cas de situation climatique extrême. Et ça, c'est une force qui a été mise en place suite aux tempêtes de 99. Donc, on a aujourd'hui tout un dispositif et néanmoins, ça a été très intéressant, très enrichissant pour nous de faire la démarche ACT dans le cadre de ce roadtest et nous y reviendrons dans le cadre de cette matinée. Merci Rémi pour ces éléments aussi assez concrets qui sont intéressants. Et du coup, je vais passer enfin la parole à Frédéric Schafferer. Oui, bonjour tout le monde. Donc Frédéric Schafferer. Donc je travaille au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, plus spécifiquement à l'ONERC, un observatoire national sur les effets du réchauffement climatique précisément. Nous, on s'intéresse à l'adaptation donc depuis un bon moment. Je vous ai mis, vous voyez dans le cercle, déjà un petit peu les travaux qu'on a faits, puisque nous sommes en charge du pilotage et de l'élaboration des plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Et on avait commencé assez tôt, en 2006, avec une stratégie nationale, un premier PNAC de 2011 à 2015, et un deuxième PNAC qui est toujours actuel, de 2018 à 2022. Et nous sommes actuellement dans la préparation, ou on commence à structurer les travaux pour préparer le troisième PNAC, donc, qui devra prendre effet un peu plus tard. Les travaux sur les entreprises font partie déjà des plans nationaux d'adaptation au changement climatique, plus particulièrement depuis le deuxième, où il y a un domaine spécifique dédié au monde économique et des entreprises. On s'y est intéressé aussi plus spécifiquement dans certains travaux, comme par exemple les travaux avec l'EPE sur les entreprises d'adaptation au changement climatique. Vous trouvez le rapport sur le site de l'EPE. Et en début 2022, on a aussi sorti un rapport annuel sur la prospective au service d'adaptation, où vous trouverez des exemples d'adaptation des filières, mais aussi de certaines entreprises, dont certaines qui sont présentes aujourd'hui. Donc, ça fait un moment qu'on voit la nécessité de mobiliser le secteur privé sur ce sujet-là et qu'on est actif là-dessus. Il y a aussi très récemment, en accompagnant le plan vague de chaleur du gouvernement, on a sorti aussi un rapport sur les vagues de chaleur, ou si vous êtes intéressé, vous trouverez également quelques petites contributions du secteur privé, mais aussi des territoires et tout autour de la question des vagues de chaleur et des entreprises. Donc, on a identifié très tôt le besoin de mobiliser les entreprises. Ce qu'on voit aussi, et particulièrement, c'est que, et ça s'est beaucoup amélioré depuis 2014, quand on avait travaillé spécifiquement là-dessus, c'est que souvent, quand on parle aux entreprises de l'adaptation au changement climatique, on nous livre toute une série d'actions sur les réductions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quelque chose qu'on note. Donc, il y a une grande disparité d'acteurs au niveau des entreprises et dans le monde économique en ce qui concerne la compréhension de l'adaptation au changement climatique. Il y a encore une confusion avec l'atténuation, la réduction des gaz à effet de serre qui se fait, mais ça s'améliore grandement. Et c'est là aussi un des grands intérêts que nous avons quand nous voyons des travaux comme Acte d'adaptation, comme aujourd'hui, c'est que ça contribue justement à cette incorporation de l'adaptation et de cette problématique au sein du monde économique. Merci Frédéric pour ces éléments, ces documentations aussi et cette mise en perspective. C'est vrai que c'est un des ressentis aussi de Acte Adaptation, c'est que c'est le bienvenu de rappeler la distinction entre atténuation et adaptation parce que ce n'est pas encore toujours clair, parce que l'adaptation est un sujet nouveau. Et du coup, je voulais poser la question à Claire au vu des enjeux que SNCF perçoivent assez directement sur les activités. Est-ce qu'aujourd'hui, on entend encore en effet davantage parler d'atténuation que d'adaptation? Quels sont les facteurs? Quel est votre ressenti par rapport à ça? Est-ce que les deux ne seraient pas plutôt à percevoir en articulation?
Alors, c'est vrai qu'on entend plus parler d'atténuation que d'adaptation, mais je pense que c'est probablement plus lié au fait qu'il y a une plus grande maturité des entreprises en fait, et des organisations sur le sujet de l'atténuation, qui a une plus grande importance d'un sujet par rapport à l'autre. On entend parler de réduction des gaz à effet de serre depuis longtemps. Le protocole de Kyoto, c'était 97. Le premier paquet énergie-climat européen, c'était 2008. Et puis, depuis 10 ans, les entreprises et les collectivités d'une certaine taille ont l'obligation réglementaire de réaliser des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation, de son côté, même si c'est en train de changer très clairement, était moins présente dans l'espace public et dans le débat public. Même si le GIEC a toujours publié des bilans adaptation dans ses rapports, et même si la France s'est dotée d'une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique dès 2006. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins pour les entreprises de contraintes réglementaires sur l'adaptation que sur l'atténuation. Ceci explique peut-être cela. Ceci étant, depuis quelques années, tout un chacun est capable de percevoir les effets du changement climatique dans son quotidien. Je veux dire, les canicules, les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur. C'est entré en fait dans notre quotidien, et en fait, on s'est rendu compte physiquement, on l'a ressenti, qu'il faut qu'on s'adapte parce que maintenant, c'est là. Et aujourd'hui, on est plutôt à un stade où, chez SNCF, on est persuadé en tout cas que atténuation et adaptation sont deux sujets importants qu'il faut traiter dès maintenant et en simultané. En effet, merci Claire pour ce retour, c'est intéressant. Et du coup, j'aimerais poser un peu la question similaire à Manon, étant donné que vous, comme vous le disiez dans la présentation, vous ressentez à la fois la nécessité de réduire vos émissions, et en même temps, vous subissez les effets du changement climatique assez directement. Est-ce que vous avez un ressenti, un avis similaire? Et quel est le rôle ou comment Act Adaptation peut se placer par rapport à ces constats? Oui, je partage complètement l'avis de Claire. C'est deux sujets qui sont bien distincts. Et pour moi, en fait, le sujet de l'atténuation qui est lié du coup à des plans de décarbonation, il est plus facile, entre guillemets, à appréhender à court terme, puisqu'on met en place des actions, on peut tout de suite quantifier les effets de ces actions-là. Un des grands enjeux, selon moi, quand on travaille sur le sujet de l'adaptation, c'est la gestion de l'incertitude, la gestion du risque, la modélisation des impacts pour appréhender au mieux les risques, essayer d'évaluer le coût, l'efficacité, la faisabilité des pistes d'adaptation, et gérer des échelles de temps qui sont un peu différentes, en fait, et qui vont être aussi bien à court terme qu'à moyen terme qu'à long terme. Et tout ça, c'est éminemment complexe. Donc, cette gestion d'incertitude, ça rend ce sujet de l'adaptation au départ assez, plus difficile, selon moi, encore une fois, à appréhender que l'atténuation. Et pourtant, ils sont indissociables et à traiter en parallèle, comme le disait Claire. Il y a aussi un autre paramètre, pour moi, c'est le paramètre de la temporalité. Les effets du changement climatique, bien qu'on les observe déjà en partie, bien sûr, restent encore assez diffus et lointains pour beaucoup. Donc, ce n'est pas toujours facile de faire prendre conscience de l'importance de ces enjeux et de la nécessité d'actions urgentes pour les adresser. Alors que malheureusement, tous ces enjeux et ces contraintes, malheureusement, on est plus à gérer là en ce moment, et encore une fois dans notre cas, des enjeux et des contraintes opérationnelles, des contraintes économiques qui nous poussent souvent à être focalisés sur des enjeux à court terme. Or, donc ça rend difficile d'adresser ces problématiques qui nous semblent à tort être des problématiques à plus long terme. Or, on n'a plus le temps d'attendre et l'adaptation elle se travaille dès maintenant pas. Donc voilà, et enfin, je pense que les engagements qu'on a pris impliquent parfois des changements importants et structurels dans notre mode de fonctionnement, dans nos stratégies d'achat, au niveau de notre outil industriel qui nécessite d'être revu sur certains aspects. Donc ces changements doivent être anticipés, accompagnés, mesurés. Enfin, tout ça pour dire que, en tout cas, Act Adaptation, ça nous a permis de mieux structurer notre manière d'appréhender ces enjeux-là, en nous apportant un cadre et un genre de mode d'emploi dans le déroulé de notre démarche. Ah, Frédéric, vous êtes en mute. Pardon.
Oui, je voudrais juste rebondir effectivement un petit peu sur ce qu'a dit Claire et aussi ce qu'a dit Manon, c'est que d'un côté, le côté, il faut dépasser l'atténuation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer à agir sur l'adaptation et aussi parfois en synergie avec l'atténuation. Et d'un autre côté, aussi le côté prise de conscience. Cette prise de conscience est assez compliquée. Hein. Nous, ce qu'on observe, c'est que très souvent, on a tendance à voir l'adaptation de quelque chose qui sera lointain dans le temps. On verra quand ça arrivera. En gros, quand on aura les impacts, on regardera et on s'en occupera à ce moment-là. C'est un leurre. Et aussi, ce qui est lié, c'est que très souvent, les gens pensent qu'en fait, on va pouvoir juste réagir à ça avec une ingénierie, c'est-à-dire que bon, on a une petite inondation quelque part, on met un mur, et puis ça va régler la situation. En fait, c'est aussi quelque chose que vient de dire Manon, c'est que ça amène quand même des changements assez structurels sur nos opérations. Ça va affecter nos chaînes d'approvisionnement, ça va aussi affecter le comportement de certains clients. Si vous travaillez dans le tourisme, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que pendant les vagues de chaleur, il y a beaucoup plus de touristes en Bretagne que dans le sud. Est-ce que vous l'avez prévu? Et aussi, dans les conditions de production, hein, c'est quelque chose qui va absolument toucher tout le monde et tous les sites de production, c'est comment est-ce qu'on assure effectivement la continuité de la production quand il fait chaud, tout simplement, à l'intérieur des bâtiments, sur les sites de production, ou aussi pour les gens qui travaillent à l'extérieur en pleine canicule. Donc, il y a vraiment ce double leurre et cette complexité qu'il faut vraiment réveiller les acteurs et les engager à prendre conscience de la complexité du sujet. Après, le problème, c'est que cette complexité, très souvent, elle mène un petit peu à un désarroi face à la question et là où il y a besoin effectivement d'accompagner les acteurs. Et cet accompagnement est assez compliqué, il prend du temps. Par contre, c'est là où Act Adaptation, on trouve, en tout cas, fait partie des outils qui sont extrêmement utiles justement pour, d'un côté, aider les entreprises à se poser les bonnes questions, et la question de la temporalité, elle en fait partie, c'est-à-dire commencer à appréhender la complexité des choses qui va arriver vers nous, et aussi pour avoir peut-être un petit peu un point de repère. C'est-à-dire que Act Adaptation permet, même si vous êtes déjà engagé dans une procédure d'adaptation, de regarder en fait, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je me suis posé les bonnes questions? Est-ce que j'ai avancé dans le bon sens? Et ça permet de donner aussi un sens de progression qui souvent peut être très utile parce qu'on a des entreprises qui, au bout d'un moment, se disent mais on en est où? On ne voit pas tout de suite les résultats. Est-ce qu'on est sur la bonne route? Et Act Adaptation permet de répondre à donc, des facettes multiples de ce sujet complexe. Et en cela, c'est parfait. Merci beaucoup pour ces retours très intéressants. Et justement, en ce qui concerne un peu la complexité du sujet de l'adaptation et par quoi commencer, Act Adaptation, la méthodologie, elle est composée de, comme je le disais, 3 dimensions. La partie gouvernance, analyse de risque physique et capacité d'adaptation. Ça peut être complexe, justement, de s'engager dans tout ça. Peut-être un retour un peu concret, Claire, par rapport à, du coup, du côté des SNCF, par quoi vous avez pu commencer entre la gouvernance et l'analyse des risques physiques? Alors nous, on a commencé par la gouvernance. En fait, mettre une gouvernance forte au niveau de la tête de l'entreprise, c'est un préalable presque indispensable. D'abord parce que ça envoie un message assez clair en interne de l'entreprise et puis auprès des parties prenantes. Mais c'est surtout parce que s'adapter au changement climatique, ça va impliquer des évolutions et des changements d'organisation. Ça va impliquer de mettre en œuvre et des moyens humains et des moyens financiers supplémentaires et nouveaux. Ça va nécessiter d'accompagner l'évolution des métiers. Bref, ça va vraiment modifier en profondeur les pratiques actuelles de l'entreprise. Et ça, on le fait pas, en fait, s'il n'y a pas une gouvernance très forte. Donc, nous, on a préféré commencer par ça. On a mis en place tout de suite, il y a 2 ans maintenant, ou 2 ans et demi, un comité stratégique adaptation au changement climatique qui, en fait, regroupe les présidents des sociétés du groupe SNCF. Et ce comité, il suit les travaux, c'est-à-dire qu'on lui présente l'avancement des travaux 2 fois par an. Et c'est lui qui va trancher quand il faut trancher et prendre les décisions nécessaires. Et en fait, ça nous est utile. Le deuxième
le deuxième point sur lequel on a lancé simultanément, en fait, c'est le fait de réaliser des diagnostics de vulnérabilité de nos installations, c'est-à-dire de très correctement caractériser les risques physiques auxquels on est confronté. On a commencé par le faire à climat actuel, parce qu'en fait, l'incertitude dont on parlait maintenant au début, elle vient tout perturber. Donc, on commence à climat actuel avec des aléas qu'on connaît. Et une fois qu'on a fait cette analyse des risques, du coup, c'est plus simple de pousser les curseurs et d'utiliser des projections climatiques pour identifier quels seront les risques futurs possibles et surtout à quelles échéances temporelles on risque d'y être confronté. Est-ce que c'est plutôt dans 10 ans? Est-ce que c'est plutôt dans 50 ans? Ça permet un petit peu de prioriser derrière les plans d'action qui viennent dans un troisième temps. Et du coup, c'est vrai, quand on a fait l'Eurotest de la méthodologie ACT, on n'a pas du tout été perdu. Parce que les deux premiers volets principaux de la méthodologie, c'est bien la gouvernance et les risques physiques. Et l'avantage de cette méthodologie, c'est qu'elle reprend tous les points qu'il faut aborder, toutes les questions qu'il faut se poser. Et quand on commence, ça peut être une espèce de to-do list pour les entreprises qui permettent de préparer en fait le travail de demain et de savoir ce qu'il faut faire. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup, parce que comme le disait Stéphane, c'est complexe, mais au moins ça donne une idée de ce qu'il faut mettre en place si on veut vraiment déployer quelque chose. Donc très utile pour ça. Et moi, si je peux rebondir sur l'intervention de Claire et partager un peu notre expérience, on a eu une approche un peu différente, en tout cas dans la manière d'initier le travail et de se lancer dans l'aventure de l'adaptation. On a pris le parti de se plonger dans le sujet, de remonter nos manches et commencer à étudier des rapports scientifiques sur la science climatique, faire des recherches bibliographiques. Nous, notre objectif au départ, c'était d'arriver à s'approprier ce sujet qui était éminemment complexe. Autant on était plutôt mature sur le sujet de l'atténuation, avec un plan d'action qui était déjà plutôt clair. Enfin, voilà, le sujet de la décarbonation, on était plutôt mature et on maîtrisait plutôt bien le sujet. Autant sur le sujet de l'adaptation, on démarrait un peu sur une feuille blanche. Donc, voilà, on s'est lancé dans des recherches. L'idée était de monter en connaissance sur le sujet, pouvoir mettre ça en perspective avec nos activités. Et assez rapidement, on a initié aussi un travail collaboratif en interne. Comme je le disais au départ, on a impliqué plein de fonctions différentes, du marketing, des achats, etc., à travers des ateliers de brainstorming pour faire plancher tous les métiers, croiser les points de vue, les enjeux, pour répondre à cette question selon vous, quels sont les risques qui sont les plus susceptibles de nous impacter. Et du coup, ensuite, on a structuré notre démarche d'adaptation autour de deux axes. Et donc, le premier, c'est l'évaluation des risques, donc arriver à identifier les risques majeurs pour le groupe. Donc ça, on l'a fait à l'échelle globale du groupe, quels sont les 10 risques majeurs qui sont susceptibles d'affecter nos activités, mais aussi des analyses plus détaillées sur des filières en particulier, sur nos filières stratégiques déjà pour commencer, pour étudier les risques et la vulnérabilité de ces filières-là, donc en fonction de nos zones d'approvisionnement, de la typologie de ces filières agricoles, etc. Donc aussi bien une démarche au global à l'échelle du groupe et une analyse plus détaillée sur la vulnérabilité de nos filières stratégiques. Et en parallèle, on a commencé à réfléchir à des solutions d'adaptation et à définir un plan d'adaptation qui apporte des réponses à plusieurs niveaux, aussi bien en local, à l'échelle de certains sites industriels, par exemple, en fonction de leur localisation, de leur typologie, de leur fonctionnement, etc., mais aussi à l'échelle de certaines filières, la filière saumon, par exemple, la filière crevette, qui sont complètement différentes avec leurs propres caractéristiques et leurs spécificités, mais aussi au niveau du groupe avec du coup des réflexions qui ont été entamées sur notre modèle d'affaires et sur notre gouvernance. Donc ça, c'est venu un petit peu plus tard, mais voilà la manière dont on a appréhendé le sujet. Merci pour vos deux retours du coup qui sont éclairants et aidants aussi pour, je pense, ceux et celles qui débutent dans l'adaptation, de voir comment c'est possible par quel bout prendre les choses. À ce titre-là, il y a aussi la question, il y a un indicateur dans Acte Adaptation qui se concentre sur l'étude des scénarios. Ça apparaît comme une étape clé dans l'analyse des risques physiques, notamment pour étudier son exposition, sur quel aléa se concentrer. Claire évoquait du coup la nécessité d'abord de commencer peut-être par un climat actuel avant de se concentrer sur des projections.
Et du coup, je voulais voir, Rémi, de votre côté, quelle a été la place justement de l'analyse de ces données et de ces scénarios dans l'élaboration de la stratégie? Quels ont été peut-être les enjeux, les difficultés ou au contraire, comment vous avez pu facilement l'appréhender ou non? Merci Stéphia. Alors, dans le cas d'EDF, c'est un peu particulier parce que nos installations, elles ont cette longue durée de vie technique. Un barrage, ça peut durer 60, 80, 100 ans. Donc, d'une certaine façon, nous étions habitués à manipuler des projections climatiques dans le temps long. Et cette notion de scénario climatique était quelque chose que nous manipulions depuis quelque temps, dès qu'ils ont apparu, en fait. Donc, aujourd'hui, on utilise pour notamment nos ouvrages qui ont une durée de vie technique supérieure à 40 ans, différents scénarios pour pouvoir se projeter à l'horizon, typiquement donc jusqu'à 2100, donc centrale nucléaire, barrage notamment. Et dans ce cas-là, effectivement, systématiquement, on considère le scénario du GIEC le plus pénalisant. Ça nous permet d'avoir un stress test et de nous mettre dans une situation, on va dire, la plus pénalisante, sachant que ensuite, on prend encore des marges de sécurité par rapport à ces scénarios pessimistes ou en tout cas les plus impactants. Cette démarche, néanmoins, de manipulation de scénarios, il faut voir que c'est un outil complexe et qu'il faut réserver peut-être à des analyses fines. Donc, dans notre approche aujourd'hui de l'adaptation au niveau du groupe EDF, on a lancé quelque chose de beaucoup plus systémique et de beaucoup plus complet, où on souhaite pouvoir travailler, identifier notre niveau d'adaptation sur l'ensemble de nos activités. Donc, ça couvre effectivement la production d'électricité, mais aussi nos autres activités, dont les activités de production renouvelable, dont les activités de distribution, dont les activités de commercialisation et autres services. Et donc, toutes ces activités ne se prêtent pas forcément à des exercices de modélisation quantitative aussi poussés. Donc, notre travail également, ça a été de faire une approche progressive. Et je pense que c'est pour les groupes qui ont beaucoup d'activités, ça paraît important de procéder de la sorte. On commence, comme disait Claire, par faire une analyse de vulnérabilité, par exemple, à climat existant. Donc, la première étape, dans tous les cas, c'est cette analyse de risque, éventuellement qualitative, qui est nécessaire sur l'ensemble des activités. Et ensuite, en fonction des risques qui sont identifiés, on a mis en place une graduation dans les plans d'action, les plans d'adaptation qu'on a exigés de la part des différents métiers, avec des plans d'adaptation de niveau qualitatif. Et le niveau le plus important était les plans d'adaptation quantitatifs pour lesquels des études effectivement d'impact sont réalisées, dans lesquelles on utilise la modélisation et des modèles. Et pour faire cette étude-là, comme je le disais tout à l'heure, nous avons mis en place une équipe dédiée au sein du groupe, donc une dizaine de chercheurs qui sont capables de faire ce qu'on appelle un service climatique, c'est-à-dire de récupérer les résultats des modèles qui sont faits dans des consortiums internationaux, ce qu'on appelle notamment CEMIP5, CEMIP6 pour ceux qui connaissent, et qui font ensuite une descente d'échelle pour pouvoir au niveau local, régional de nos installations, disposer des informations quantitatives qui nous permettent ensuite de faire une analyse de risque quantitatif. Mais c'est un outil, comme je disais, qui a une complexité, qu'on ne mobilise finalement qu'une fois qu'on a fait cette analyse de risque un peu plus globale qui nous a permis de confirmer que oui, pour cette activité-là, pour cette installation-là, c'était nécessaire d'aller jusqu'à ce niveau d'analyse. Donc, notre conseil également, enfin notre retour d'expérience, c'est que pour certaines activités, sans doute, il faut commencer par cette approche progressive et pas se lancer tout de suite dans l'analyse de scénarios qui mobilise beaucoup d'énergie et qui, à la fin, peut-être, va empêcher d'avoir une vision globale des risques climatiques pour une activité. Si je peux intervenir à ce niveau-là, je trouve ça intéressant effectivement de rester un petit peu sur ce point et de refléter là-dessus, c'est-à-dire que les grandes entreprises comme EDF qui ont justement la capacité de se lancer dans l'analyse des scénarios à un niveau très poussé,
en revienne aussi à se dire sur certains éléments, en fait, c'est ou bien pas nécessaire, ou bien pas souhaitable, parfois même. Et c'est quelque chose qu'on entend aussi d'autres entreprises. Et c'est par rapport à ça que je voudrais effectivement souligner qu'il n'est peut-être pas forcément nécessaire d'aller aussi loin à chaque fois et que beaucoup d'entreprises nous disent « mais on ne sait pas comment faire parce qu'on ne sait pas calculer tous les scénarios et tous les impacts ». Donc, par rapport à ça, pour répondre à ça, on a entendu assez souvent pendant des années, pour répondre à ça, on a lancé au niveau du gouvernement une consultation sur une trajectoire de référence de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique, justement pour faciliter un petit peu cette démarche et de dire, écoutez, si vous n'avez pas la capacité, si vous voulez quand même être rassuré d'être à peu près sur le bon chemin en termes de scénarios à anticiper, on propose au niveau national, et c'est une consultation qui a démarré le 23 mai, qui court jusqu'en septembre, on propose une trajectoire qui serait de prendre en compte 2 degrés en 2030, 2,7 en 2050 et 4 degrés en 2100. Vous avez peut-être entendu dans les articles de presse les messages autour de « attention, la France s'adapte à 4 degrés ». Donc, bien sûr, c'est assez… Pas de panique, et on ne met pas à la poubelle les objectifs de 1,5 et en dessous de 2 degrés, pas du tout. Si vous voulez justement, si vous voulez comprendre toutes ces subtilités-là, je vous invite à aller sur le site de la consultation publique où il y a des documents qui expliquent précisément comment, tout le rationnel de comment est-ce qu'on est arrivé à proposer cette trajectoire spécifique-là. Et qui est donc, la question se pose maintenant, est-ce que tous les acteurs sont d'accord? Comment est-ce que c'est accueilli? Donc, je vous encourage à regarder ça. C'est vraiment pour répondre à ce souci, justement, de mais comment est-ce que je fais? Quel scénario est-ce que je prends en tant qu'entreprise? Au sein de cette consultation, dans le cadre de cette réflexion, on a aussi décidé de souligner un autre point. Parce que la trajectoire ensuite va mener à plusieurs chantiers de travaux et on va avoir 2 grands chantiers, un sur les territoires et un sur les entreprises. Et ça reflète un petit peu ce qui ressort aussi de la méthodologie acte-adaptation, c'est-à-dire qu'on s'adapte rarement seul. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, vous avez déjà vu, on a déjà touché au sujet des chaînes d'approvisionnement, mais aussi des clients, c'est-à-dire tout le travail amont-aval qui va concerner l'adaptation d'une activité économique. Donc ça, c'est à l'intérieur des filières, mais on va aussi avoir des sujets de cohérence et de coordination, au moins de prise en compte de ce qui se passe, par exemple, dans le territoire. Si vous travaillez, par exemple, sur le ski en moyenne montagne, ça va être intéressant de savoir quelle est la politique de tourisme en moyenne montagne du territoire qui vous entoure. Est-ce que c'est encouragé? Est-ce que c'est plutôt retenu en termes d'adaptation du territoire en tant que tel? Et en ce qui concerne donc le monde des entreprises et des filières, c'est aussi de regarder peut-être un petit peu ce qui se regarde dans les autres filières. Et là, donc cette interaction-là, on voulait la souligner également parce qu'il y a des sujets qui vont se poser, notamment par exemple autour de l'eau en été. Comment est-ce que telle filière va s'agir là-dessus, etc. Et c'est là où il y a pas mal d'actions et de considérations à prendre en compte, et ce sera notamment aussi en regardant ce que font par exemple les agences de l'eau et leur plan d'adaptation. Chaque agence a mis en place un plan d'adaptation sur leur bassin, et donc c'est intéressant aussi de regarder de ce côté-là pour pas justement juste s'adapter dans une bulle, mais de bien prendre en compte toutes les interactions que l'adaptation implique. Et effectivement, ça ne facilite pas les choses, ça j'en conviens, mais voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de souligner ça et pour justement faciliter cette réflexion dans le cadre de la track et de la consultation. Merci à vous deux pour ces éléments. En effet, je vais rebondir du coup sur la dernière partie un peu de coordination, de consultation et de prise de connaissance avec tous ces acteurs et tout ce qui peut être fait. C'est sûr que ça reflète une complexité et qui est peut-être aussi un peu particulière à l'adaptation. C'est un des retours d'expérience notamment et un des résultats du Eurotest Acte Adaptation, qui est la nécessité du coup de davantage de coordination et de coopération entre les acteurs pour développer sa stratégie d'adaptation, parce que c'est un indicateur en tant que tel dans la méthodologie. Et du coup, Claire, je voulais un peu avoir votre retour d'expérience à ce sujet-là, un peu pratique avec SNCF. Ah, vous êtes en mute.
C'est pour éviter que vous m'entendiez tousser le reste du temps. Non, je disais que ce qui vient d'être dit est très vrai et je rebondis complètement sur ce que vient de dire Frédéric. En fait, quand on commence à s'intéresser aux risques physiques, on a une tendance forte à ne s'intéresser qu'à son périmètre. Et c'est normal, hein, c'est tout à fait naturel. Mais en fait, très rapidement, on se rend compte que si on n'élargit pas à son environnement, en fait, on n'est pas en mesure d'identifier et de correctement qualifier tous les risques physiques. Et l'environnement, c'est très large, hein, c'est toutes les parties prenantes, c'est les salariés, les clients, c'est aussi les sous-traitants, les fournisseurs, parce que très vite, on se rend compte qu'il faut quand même sécuriser la chaîne de valeur si on veut maintenir un service nominal. Mais c'est aussi au niveau territorial, les autres activités économiques d'un territoire. Je donne un exemple parmi d'autres, hein, mais nous, on se pose la question de savoir comment travailler avec le monde agricole pour qu'il nous aide à éviter les inondations de voies par ruissellement, par exemple. Comment on travaille avec eux pour qu'il y ait une meilleure rétention d'eau à la parcelle. Mais c'est un exemple parmi d'autres, hein. Et puis, les territoires eux-mêmes, c'est-à-dire quels sont les choix d'aménagement futurs, quels sont les besoins de mobilité demain. Tout ça, il faut quand même qu'on y réfléchisse ensemble. On ne peut pas construire ça toute seule. Et du coup, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contact, hein. Effectivement, des contacts ponctuels existent. Ce qu'il faudrait, c'est d'abord le systématiser au niveau des territoires et plus correctement le coordonner, c'est-à-dire imaginer, je ne sais pas comment on pourrait tous, parce que là, on est tous pratiquement présents sur des territoires communs, hein, les panélistes d'aujourd'hui, comment on peut faire en sorte d'être tous autour d'une table pour, au niveau d'un territoire géographique, penser le territoire de demain. Voilà, donc ça pour moi, et c'est vrai que la méthodologie ACT, elle pose ces questions. Elle revient systématiquement sur, et les parties prenantes et comment vous établissez des liens. Et ça permet vraiment de ne pas oublier ça, quoi. Parce que c'est facile de se dire non, mais ce n'est pas mon périmètre. En fait, c'est fondamental. On n'est pas adapté si on t'intéresse juste à son nombril. Il faut être très clair là-dessus. Non, mais c'est sûr, si je peux apporter mon point de vue là-dessus, Claire évoque les parties prenantes et notamment les parties prenantes externes, et je suis évidemment à 100% alignée avec ça, surtout, et notamment nous dans le secteur agroalimentaire, on dépend de nos fournisseurs, bref, il y a tous les acteurs de la chaîne de valeur qui sont concernés, mais ça me semble intéressant aussi d'évoquer les parties prenantes internes, et nous, c'est vraiment une conviction forte qu'on a depuis le départ. C'est qu'un des facteurs clés de succès, c'est d'arriver à embarquer nos parties prenantes internes, au premier rang desquels, évidemment, les collaborateurs, pour mettre tout le monde en ordre de marche, sensibiliser tout le monde et acculturer tout le monde autour de cette notion d'adaptation. Et du coup, je citerai le facteur humain comme étant vraiment au centre de tout ça, parce que les enjeux climatiques sont, on l'a dit, éminemment complexes, sont techniques, sont scientifiques et pas toujours compréhensibles pour un public qui n'est pas avisé. Et du coup, nous, arriver à embarquer toutes les parties prenantes autour de sujets complexes et parfois anxiogènes, et ça, on ne peut pas l'occulter non plus, c'est en travaillant efficacement et collectivement et en arrivant à concilier aussi bien les enjeux court terme que long terme dont on parlait. Donc, il y a un besoin pour nous, et c'est quelque chose que je souhaite vraiment mettre en avant, de formation, de pédagogie, de vulgarisation sur ces sujets-là, pour faciliter, encore une fois, l'appropriation du sujet et permettre aux collaborateurs des différentes fonctions clés en interne, les acheteurs, la R&D, la production, de devenir des acteurs de cette démarche et forcément d'enrichir les travaux et de les rendre forcément plus spécifiques, plus pertinents, aussi bien sur la partie analyse des risques que, bien entendu, sur la partie construction des plans d'adaptation. Merci pour ces retours. Et justement, par rapport à ces éléments de coordination, mais aussi de besoin de pédagogie et de formation, Rémi, est-ce que vous avez un ressenti similaire? Et notamment, est-ce que vous avez l'impression que c'est similaire ou est-ce que c'est différent à ce qui peut se passer aux côtés de l'atténuation? Alors, plusieurs questions. Sur la partie formation, sensibilisation, ça, on est complètement d'accord. Sur ce sujet-là, d'ailleurs, EDF s'est engagé à déployer la fresque du climat pour l'ensemble de ses collaborateurs. On est quand même déjà à 70 000 salariés du groupe ayant fait la fresque aujourd'hui, au mois de juin. Et au-delà de ça, bien sûr, on a déployé tout un ensemble de formations internes. Après, ce qu'on essaye de faire, c'est travailler avec l'externe, bien sûr, et avec nos parties prenantes extérieures.
Donc, pour faire ça, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau, on va dire, un petit peu à la tête de l'entreprise, au niveau de notre gouvernance d'entreprise. Et on a mis en place ce qu'on appelle un conseil des parties prenantes qui nous permet de pouvoir finalement présenter notre stratégie à des parties prenantes issues de la société civile et ça nous challenge quelque part. Donc, sur l'adaptation, on a fait l'exercice et il se trouve que dans notre conseil des parties prenantes, on a quand même 2 climatologues de premier niveau, puisqu'on a Christophe Cassou et Valérie Masson-Delmotte, devant lesquels donc, on a présenté notre stratégie d'adaptation. On a fait plusieurs réunions d'ailleurs à suivre, où on a pu avoir des échanges assez riches, qui nous ont effectivement challengés sur est-ce qu'on en faisait assez, est-ce qu'on avait une approche assez systémique de l'adaptation notamment. Après, on a également une approche locale sur le sujet avec nos parties prenantes. Et bien sûr, de ce point de vue-là, on est confronté à la même difficulté qui a été soulevée par Claire, Manon, c'est qu'il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table avec toutes nos parties prenantes pour finalement arriver à être résilients tous ensemble. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on trouve ça, alors il y a différentes instances qui existent. Il y a les GIEC régionaux, par exemple, dans lesquels on est souvent associé, où il peut se passer des choses intéressantes. Il y a d'autres actions au niveau régional. Et il y a un outil qui nous a semblé assez intéressant conceptuellement, qui d'ailleurs est repris dans ACT de ce point de vue-là, c'est l'approche qui est proposée par la méthode OCARA, qui a été développée par Carbone 4, qui a défini des scopes pour l'adaptation. Donc, c'est intéressant parce que c'est une analogie au scope qu'on connaît déjà, enfin, qu'on connaît bien maintenant même pour l'atténuation, les fameux scopes 1, 2, 3 pour les émissions directes et indirectes d'une entreprise, d'une activité. Eh bien, il y a cette notion de scope ABC pour l'adaptation, avec le scope A qui étant l'adaptation de nos activités propres, le scope B, l'adaptation de finalement, nos parties prenantes avec lesquelles on a une relation directe contractualisée, donc typiquement nos fournisseurs, les différentes entreprises avec lesquelles on travaille, nos prestataires. Et puis le scope C étant ces parties prenantes avec lesquelles on n'a pas de relation contractuelle. Et pour autant, l'adaptation, la résilience ne pourra pas se faire sans elle. Donc, typiquement, dans le cas par exemple, d'une centrale, d'un ouvrage de production, on a conscience que si, en cas d'épisode climatique extrême, eh bien, par exemple, les écoles sont fermées, eh bien, les parents doivent garder les enfants et donc ne peuvent pas se rendre au travail, par exemple. On a plein où, bien sûr, les autres infrastructures également jouent un rôle crucial dans ces situations-là. Et donc, il faut obligatoirement qu'on travaille ensemble sur l'adaptation au-delà de notre scope A, c'est-à-dire de nos installations propres. Merci pour ces éléments, Rémi, et pour le parallèle et le rappel du coup de développement de scope ABC qui fait le parallèle avec l'atténuation, qui est un peu une nomenclature qui est en train de se développer. Peut-être une question un peu différente du coup pour Manon, c'est au niveau de donc, la participation au road test. Quel rôle ça a pu jouer Acte Adaptation et ce road test par rapport au développement de votre stratégie d'adaptation entre les 3 dimensions, là où vous en étiez, et ce que ça a pu accentuer? Je pense, je suis convaincue que l'évaluation par un tiers d'une démarche, quelle qu'elle soit, est toujours nécessaire et éclairante pour toujours être dans une démarche de progrès. Et Acte Adaptation, pour nous, ça a été une très bonne opportunité de challenger notre approche. Comme je disais, on partait un peu d'une feuille blanche. On s'est relevé les manches, on a commencé à défricher le sujet. Donc, c'était pour nous hyper utile et très constructif de pouvoir challenger notre raisonnement et notre manière d'avancer pour pouvoir identifier ou confirmer certains écueils ou certains manquements de notre démarche et confirmer certains points de force également. Et au sujet des enseignements, il y en a eu pas mal, mais il y en a un quand même qui a été assez marquant. C'est le besoin de rendre plus robuste justement la gouvernance, et ça a été évoqué plusieurs fois. Et au début, on faisait ça un peu en chambre, entre guillemets, ou avec quelques fonctions. Et on a assez vite pris conscience, en évaluant notre démarche avec Acte Adaptation, de ce sujet de la gouvernance qui était un sujet majeur.
le besoin de formalisation de notre plan, le besoin de définir une gouvernance claire avec des notions de temps, de budget, de responsabilité, l'intégration des enjeux d'analyse climatique dans les process du groupe, quels qu'ils soient, pour s'assurer que ces enjeux sont bien intégrés dans les budgets et voilà, et qu'ils soient bien pris en compte dans l'ensemble des décisions stratégiques dans tout ce qui va toucher au modèle d'affaires du groupe, développer des produits bas carbone, adapter au changement climatique, etc. Donc, je dirais que ça nous a permis de nous éclairer sur un tas de points, de renforcer certains aspects de notre démarche et surtout de prendre conscience de l'importance de ce sujet de la gouvernance et qu'on a commencé du coup à travailler depuis. Merci pour votre retour précieux sur ces sujets-là. Peut-être, j'avais une question aussi un peu à poser à vous tous, qui est sur les obstacles, justement. Donc là, on a un peu évoqué comment vous avez pu commencer dans cette démarche, ensuite, par quoi vous avez pu commencer, les éléments un peu clés. Mais du coup, quels sont les obstacles qui restent ou alors qui seraient nécessaires de lever pour poursuivre l'adaptation au changement climatique, que ce soit en interne, mais aussi peut-être côté ressources disponibles. Donc, je vais commencer par donner la parole à Claire. Est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet-là? Alors moi, je trouve que l'adaptation, c'est encore trop souvent un sujet d'expert. On a un effort, alors on a commencé, hein, mais l'effort de sensibilisation, il est vraiment à poursuivre, il est à accélérer. Bien sûr, nos salariés, mais j'aurais tendance à dire l'ensemble de la société, quoi. Dans le même ordre d'idées, il va falloir qu'on structure mieux l'effort de formation. Alors bien sûr, pour correctement gérer les risques physiques, mais aussi pour anticiper les évolutions des différents métiers, l'agilité dans l'évolution des différents métiers. Et un autre point, mais qui est en lien, c'est que s'adapter au changement climatique, ça ne va pas se faire tout seul. En fait, on va clairement avoir besoin de moyens humains supplémentaires pour accompagner et organiser la transition qui est devant nous. Et ça, je ne suis pas certaine que les entreprises ou les collectivités ou les organisations en aient pleinement conscience. Donc, pour moi, là, au niveau moyen humain, voilà, il y a encore des choses à faire. Donc, des moyens supplémentaires et des gens sensibilisés et formés, ça, c'est un prérequis absolument indispensable. Merci. Est-ce que Rémi, vous avez aussi des éléments à partager sur les obstacles? Oui, le plus gros est probablement devant nous. Ce qui est intéressant, c'est la consultation en cours que Frédéric citait sur la TRAC. Je pense qui soulève de bonnes questions, dont la question du financement des actions d'adaptation et de l'utilisation de cette trajectoire de réchauffement de référence. Donc, un des points sur lequel on travaille actuellement, c'est d'abord de comprendre de quoi on parle et tout simplement d'être capable d'identifier les coûts associés à l'adaptation. Donc, d'une certaine façon, ça va devenir une obligation réglementaire. C'est prévu dans le cadre de la directive européenne sur le reporting durable, la CSRD, qui devrait rentrer en application en 2025 ou 2026, suivant les entreprises. Et donc, dans ce cadre-là, nous allons devoir être capables de déclarer tous les ans non seulement l'argent qu'on a mis pour adapter nos entreprises, nos activités, mais aussi combien on prévoit de mettre dans l'avenir pour faire face au changement climatique. Donc ça, c'est un travail d'évaluation qui est devant la plupart d'entre nous. Et on n'a que 2 ans finalement pour y arriver. Le deuxième point, donc effectivement, les sommes sont importantes et une des questions que ça pose, c'est aussi comment est-ce qu'on harmonise finalement l'adaptation des territoires. Donc la TRAC, la trajectoire de référence, on espère, va donner un socle commun, un langage commun finalement à tous les acteurs d'un territoire. Néanmoins, il y a des risques. Nous, on sait que pour les activités dites essentielles,
Probablement que les exigences en termes d'adaptation seront plus élevées que le scénario considéré dans la trajectoire de référence aujourd'hui, dans la TRAC. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de transfert des coûts d'adaptation vers les services dits essentiels pour lesquels on demandera d'aller plus loin que la TRAC? Bon, donc ça fait partie des questions qui aujourd'hui commence juste à être soulevée, puisque c'est un outil qui est tout à fait nouveau, mais qui ne va pas manquer de se poser. Et derrière, ça va être effectivement quel mécanisme de financement on imagine pour pouvoir aider les différents acteurs à se mettre en ordre de bataille. Peut-être juste réagir là-dessus, parce qu'effectivement, sur la TRAC, ce sont des réflexions qu'on partage, hein, et c'est pour ça que je vous invite aussi à regarder effectivement le document de la consultation qui fait explicitement référence au fait qu'on ne peut pas avoir la même trajectoire pour tous et pour les mêmes installations. Donc, c'est pour ça que je disais au départ, c'est assez subtil, hein, en termes de définition et de comment elle peut être utile aux acteurs. Donc, c'est vraiment quelque chose à regarder avec attention, et je vous invite encore une fois à regarder ça plus en détail. Pour revenir sur les difficultés, sur la question de Stéphia, sur les difficultés qui restent, je pense qu'on a une difficulté inhérente à l'adaptation, c'est qu'on ne voit pas le problème tant qu'on ne s'est pas posé la question. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que je disais au départ, hein, très souvent on a l'impression que bon, c'est bon, on traitera quand ça arrivera, et c'est graduellement, on l'a vu aujourd'hui dans le débat, hein, toute la complexité au niveau de la chaîne de valeur, interaction avec les acteurs, et aussi même ne serait-ce qu'à l'intérieur de ses propres opérations, combien de temps est-ce que ça prend de changer une opération, combien de temps est-ce que ça prend déjà d'identifier les capacités qu'il faut pour changer, et ensuite de mettre en place les capacités. Et c'est là où il y a vraiment une difficulté majeure, je pense, avec l'adaptation, c'est qu'il faut effectivement se poser la question avant de voir exactement ce qui nous attend. Donc, cette question de la temporalité est vraiment un élément clé. Et juste pour peut-être rebondir aussi sur la question des coûts, en lien avec la temporalité, c'est aussi quelque chose que Rémi avait dit, c'est qu'il disait, dans les infrastructures, en fait, ils prennent en compte l'adaptation dès le début, dès la conception. Et c'est vraiment un élément clé qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que plus on planifie tôt, moins l'adaptation coûtera. En général, il est plus facile de mettre en place une mesure qui est dès le départ pensée et adaptée au changement climatique que de mettre en place, notamment si vous avez des infrastructures, des sites de production, et ça touche même les opérations, hein, les opérations que vous mettez en place. Il est beaucoup plus facile de les mettre en place dès le départ bien, qu'ensuite d'être obligé de revenir dessus, de réparer, ou dans le pire des cas, d'être obligé de déplacer des infrastructures entières, ou bien de complètement repenser la chaîne des opérations, parce que vous vous rendez compte qu'à une certaine période, ça ne marche plus, ou ça ne marche plus de la même manière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel là-dedans, c'est-à-dire que si le jour où vous constatez une difficulté par rapport à l'adaptation, c'est qu'a priori, vous avez raté le moment le plus coût-efficace pour répondre à l'adaptation, et c'est quelque chose, et ça c'est une difficulté, et c'est en même temps une opportunité, c'est-à-dire que c'est de s'engager le plus vite possible. Il y a effectivement un intérêt économique à se poser la question tôt, et de regarder ça relativement tôt, et ça se reflète aussi dans d'autres études qu'on a, notamment aussi avec une autre étude avec l'ADEME, où on a constaté que les groupes et les entreprises qui sont assez avancées dans l'adaptation, se sont d'abord posé effectivement la question de l'adaptation d'une manière un peu défensive. Comment est-ce que je me protège par rapport à l'adaptation? Et qui, plus elle avance, commence à se dire, en fait, c'est un effet de compétitivité. C'est-à-dire, c'est un élément de compétitivité, et il y a aussi des opportunités à être bien adapté, à voir où les différents marchés vont se situer, où est-ce que je vais avoir la meilleure chaîne d'approvisionnement, etc. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et c'est d'un côté une difficulté à cause de la complexité, mais d'un autre côté, c'est aussi une opportunité que j'aimerais bien souligner. Merci beaucoup pour tous vos retours, et c'est vrai que je rebondis sur la partie de se poser un peu la question directement de l'adaptation, et pour l'instant, j'ai le ressenti que la décarbonation, comme il y a une maturité qui est plus importante,
Du coup, on pense d'abord décarbonation seule et après adaptation, alors que idéalement, ça rebondit sur les premiers points qu'on disait, mais ce serait de réfléchir à est-ce ce qu'on développe pour se décarboner va être aussi périn dans un monde où le climat change nécessairement. Merci pour tous vos retours. Peut-être une dernière question pour clôturer cette partie de table ronde avant de passer aux questions-réponses. Rapidement, en 1 minute, est-ce que vous auriez chacun un conseil clé pour les entreprises qui débutent dans l'adaptation au changement climatique et pour peut-être certaines d'entre nous qui nous regardent aujourd'hui? Et du coup, est-ce que Claire, par exemple, vous voulez commencer sur ce point-là? Alors moi, je conseillerais commencer par faire un diagnostic de vulnérabilité sur une de ces installations. Ça permet de rentrer dans le sujet, ça permet de commencer à manipuler les concepts de exposition, sensibilité, vulnérabilité. Ça permet surtout d'embarquer les équipes parce qu'on ne fait pas ces diagnostics de vulnérabilité, cette caractérisation de risque physique sans les salariés et sans les équipes. C'est eux les sachants, hein. C'est eux qui vont être capables de juger en fait du niveau de risque et surtout c'est eux qui ont en tête probablement les plans d'adaptation derrière. Et puis de le faire à climat actuel, parce que ça permet de manipuler des aléas climatiques qu'on connaît, auxquels on a déjà été confronté, éventuellement peut-être même d'avoir déjà identifié des risques, d'avoir déjà mis en place des plans d'action, donc des choses qu'on maîtrise bien. Et le faire comme ça à climat actuel, ça permet un peu de démystifier le sujet, de se rendre compte qu'on a peut-être déjà fait des choses, que ça a marché et ça convainc sur le fait qu'en fait, on peut agir, même si c'est très complexe et la montagne est immense, nous sommes d'accord là-dessus. En fait, quand on s'y frotte, on réalise qu'on peut y aller. Alors, ça va être long, il va falloir le faire pas à pas, mais on peut y aller et il faut le faire avec les équipes. Hein, ça ne se fait pas autrement. Et la méthode OCARA, juste parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, elle permet bien de faire ça. Donc, elle existe, autant l'utiliser, quoi. Merci. Si je peux donner moi mon conseil personnel, qui a été assez vrai pour nous, c'est de découper le sujet en plusieurs morceaux. Sinon, on se retrouve face à une montagne qui paraît extrêmement difficile à gravir. Donc voilà, ne pas chercher à tout couvrir dès le départ, à être exhaustif. C'est par exemple commencer à analyser les effets du changement climatique et les risques associés pour une filière d'activité, par exemple, ou pour un site. Et éclairciter la méthode OCARA, c'est un moyen de commencer à analyser les risques climatiques pour un site, pour une implantation. Et ça permet de s'approprier les outils, ça permet de s'approprier toutes les notions qui sont liées à la science climatique, à ces modèles de projection, à la modélisation des effets. Et ensuite, on peut forcément dupliquer l'analyse progressivement sur d'autres parties des activités, puisque ça nous aura permis de maîtriser au départ, de s'approprier tout ça. Et sans cesse sensibiliser, vulgariser le sujet pour embarquer et impliquer l'ensemble des parties prenantes en interne, mais aussi en externe. Hein, et voilà, le faire dès le début de la démarche, chose que nous n'avons pas fait forcément dès le départ, mais on se rend compte que on s'est vite rapidement rendu compte que c'était vraiment un des facteurs clés de succès. Donc voilà, impliquer les métiers dans la recherche de solutions, parce que comme Claire le disait à nouveau, c'est eux les sachants et qui sont experts de leur filière, de leur domaine. Alors, côté EDF, peut-être le conseil qu'on peut donner, c'est que, comme il a été dit, aujourd'hui, l'adaptation n'est quand même relève que très, très partiellement du réglementaire. C'est que pour certaines activités un peu spécifiques, comme certaines de nos activités où il y a déjà un référentiel existant, mais sinon, on est quand même plutôt dans une démarche volontaire aujourd'hui, largement des entreprises, des activités. Et donc, c'est vraiment important d'avoir une mobilisation du plus haut niveau de l'entreprise pour pouvoir faire avancer les choses, parce qu'on n'est pas à répondre strictement parlant à une obligation réglementaire comme on en a d'autres. Enfin, tous les acteurs sont par ailleurs confrontés. Donc, c'est vraiment important d'avoir la possibilité d'avoir un signal du plus haut niveau de l'entreprise pour se fixer un objectif qui permet après d'embarquer l'ensemble de l'entreprise, du groupe ou de la collectivité, et de travailler de façon pluridisciplinaire dès le début. C'est sans doute aussi une bonne approche, puisque le sujet d'adaptation relève à la fois, bien sûr,
notamment dans les grands groupes, des aspects qu'on appelle plutôt les départements RSE, développement durable, etc. Mais il y a aussi un aspect, par exemple, risque, bien sûr, et puis il y a un aspect métier. Donc, une bonne pratique, certainement, c'est d'arriver à constituer un copilotage ou des petites structures de coordination qui impliquent à la fois cet aspect RSE, l'aspect risque, qui est quand même une façon aussi souvent très pertinente de prendre le sujet, et puis l'aspect métier, bien sûr, sans lequel on ne peut pas aller très loin. L'autre remarque, c'est que dans cette approche de risque, justement, ça peut être assez fructueux d'embarquer assez rapidement au-delà des risques dits physiques, ce qu'on appelle les risques de transition. Donc, vous savez qu'il y a toute une taxonomie maintenant autour des risques climatiques qui a été définie par un organisme qu'on appelle la TCFD en 2017. Et donc, il y a une classification très claire entre les risques physiques aigus, risques physiques chroniques, et les risques de transition qui sont les risques induits par la transition vers une économie bas carbone. Et dans ces risques-là, on va trouver les risques réglementaires, les risques juridiques, de contentieux, de réputation, de marché, technologiques, de matières premières, etc., qui doivent être prises en compte également pour l'entreprise. Alors, c'est une approche qui est un petit peu différente, mais ça peut être fructueux également d'embarquer donc ces risques de transition dans l'approche. Oui, oui, de mon côté, juste le conseil que j'aurais, c'est de commencer, pour être honnête. C'est très, très simple. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a un souci, c'est qu'on ne voudrait pas se trouver dans une situation où le monde économique n'est pas préparé quand les impacts arriveront ou qu'il réagit trop tard. Et donc, c'est vraiment le conseil principal, c'est de commencer. Et là, je soutiens complètement ce qui a été dit avant, c'est-à-dire pas avoir peur, c'est-à-dire même si c'est complexe, choisir selon les différents exemples. On a vu différentes façons d'approcher le sujet aujourd'hui, de vraiment prendre ça par le bout qui vous convient le plus, qui vous paraît le plus simple. Commencez par le climat actuel, commencez juste par un petit site. Ou par une opération, commencez d'abord par des risques, plutôt par une analyse des scénarios. Faites comme vous voulez, mais franchement, vu les risques, et notamment sur la viabilité aussi de certaines activités économiques, le plus important, c'est seulement de commencer, parce qu'on ne voit pas les problèmes tant qu'on ne s'est pas posé la question. Et donc, voilà, mon conseil, ce serait vraiment ça. Merci pour vos conseils à tous les quatre, et vos interventions et vos retours. C'est précieux d'avoir des retours comme ça, que ce soit pour des entreprises déjà avancées sur la question ou alors celles qui justement aimeraient commencer mais ne savent pas par quel bout le reprendre. Donc, merci beaucoup à tous les quatre. Et du coup, je vous propose de passer à la session de questions et réponses. Il y en a une première donc 2 questions posées pour Claire. Donc, pour SNCF, quelle est la place des salariés dans ces plans d'adaptation et la place des usagers? Alors, je l'ai déjà évoqué juste à l'instant, mais c'est évident que, en fait, que ce soit l'analyse des risques ou la mise en place des plans d'action, ça ne se fait qu'avec les salariés et qu'avec les équipes. C'est pour ça que je disais qu'il faut les sensibiliser, les former, continuer à le faire, parce que, comme l'a aussi dit Manon, ce sont eux les sachants. C'est eux qui sont véritablement capables de définir une sensibilité, de coter un risque et d'avoir des idées pour trouver des solutions d'adaptation. Donc, évidemment, c'est fait avec les équipes et ce n'est fait qu'avec les équipes. Voilà, comme ça, la question est tranchée. Pour les usagers, c'est un petit peu pareil. Ça semble, les usagers, ils sont vraiment de différents types. Il y a l'usager en tant que client final dans le train, où lui, effectivement, on va être à l'écoute de ses demandes, mais surtout veiller à ce que les conditions de transport et de régularité soient véritablement au rendez-vous, quelle que soit en fait l'évolution du climat. Hein. Donc ça nécessite un dialogue, mais ça nécessite aussi surtout de notre côté une réflexion anticipatrice très importante. Et puis, il y a aussi les autres clients qui sont les territoires, les régions, les autorités organisatrices de transport. Et là, ce sujet-là, c'est vraiment un sujet de dialogue. Hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure.
il faut qu'on réfléchisse ensemble à c'est quoi les choix de mobilité au niveau des territoires demain et comment on le construit, le ferroviaire étant une partie de l'offre de mobilité du territoire. Donc voilà, ça se fait avec les gens, ça peut se faire que comme ça. Merci. Ensuite, j'ai une question pour Rémi, du coup, qui est: fournissez-vous des données d'impact pour la résilience des réseaux électriques? Alors, les réseaux en France sont exploités par RTE, qui est une filiale complètement indépendante. Donc, ce qui se passe, et d'ailleurs, ça soulève un des problèmes qu'on a cités, c'est que RTE fait ses propres études et a une équipe d'ailleurs également dédiée sur le sujet, et qui ne sont pas celles que fait par ailleurs le groupe EDF sur la partie production et distribution. Et donc, typiquement, là, on voit où on a besoin d'harmoniser les pratiques entre la partie production et la partie transport, tout simplement. Et donc, c'est là où une initiative comme celle imaginée dans le cadre du nouveau PNAC peut vraiment aider. Merci. J'ai une question ensuite pour Manon. Avez-vous dès à présent identifié des investissements à mener sur vos sites industriels français pour vous adapter, et auriez-vous un exemple? Alors oui, enfin, parmi les risques majeurs auxquels sont exposées nos activités, il y a évidemment des choses qui concernent les filières amont agricoles, mais aussi des risques physiques, notamment qui concernent nos sites industriels. Et un des risques qu'on a identifié et qui paraît majeur, voire critique, c'est notamment des potentielles restrictions sur l'utilisation de l'énergie liées à des vagues de chaleur, enfin, à la raréfaction des ressources en eau et en énergie. Donc, pour anticiper ce genre de risque, on travaille évidemment, enfin, travailler sur la sobriété énergétique, c'est évidemment la priorité, de réduire nos consommations, et que ce soit énergie ou eau. Et ensuite, des travaux comme l'isolation des bâtiments et des réseaux pour faire face à ces fortes chaleurs qui peuvent qui peuvent impacter et les activités tertiaires dans les bureaux, mais aussi nos process industriels. On travaille dans des ateliers qui sont refroidis par des groupes froids. En cas de canicule, les groupes froids peuvent tomber en panne et du coup, voilà. Donc, c'est travailler sur l'isolation, sur l'adaptation des équipements, et aussi, par exemple, travailler sur de l'autoconsommation en énergie, développer l'installation et l'utilisation de panneaux photovoltaïques pour moins dépendre des réseaux, des réseaux. Et voilà, et produire, on a aussi identifié des pistes sur, par exemple, la production d'énergie à partir de nos déchets, donc des pistes comme la méthanisation, voilà. Donc oui, des pistes, il y en a qu'on a déjà commencé à mettre en place, et il y en a, forcément, ça se fait sur le long terme puisque c'est de l'investissement et assez structurel. Merci. Il y a une question du coup sur un peu à tout le monde, sur certains d'entre vous ont-ils utilisé la méthode Okara de Carbone 4? Donc je sais que Claire l'a évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez pu un de vous l'utiliser en tant que tel. Moi, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir utilisé, mais c'est vraiment une méthode qui permet de rentrer dans le sujet, en fait, et de faire ce que je préconisais tout à l'heure, c'est-à-dire d'être très pragmatique, de choisir un site, de travailler avec les équipes qui travaillent sur site et de faire se dérouler, en fait, l'identification des enjeux sur le site, qu'est-ce qui est exposé, à quel aléa, qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui est à risque, qu'est-ce qui est vulnérable, qu'est-ce qui a déjà été mis en place, qu'est-ce qui est véritablement problématique. Voilà. Et puis, ça permet de se remettre en tête des choses que les sites ont parfois oubliées. Par exemple, le fait d'être en zone inondable, voilà. Et donc, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens sont très intéressés par le sujet. Moi, je sais que le premier atelier que j'ai fait, Okara que j'ai fait, on avait invité 8 personnes, donc 8 opérationnels qui ont largement autre chose à faire de leur temps. Et en fait, ils étaient tous là. Donc, j'étais sciée. Et à l'issue de l'atelier, mais les idées ont foisonné, quoi. Et l'autre point positif, c'est que ça permet d'argumenter sur des demandes d'investissement qui sont faites depuis des années
mais qui n'avaient pas été suffisamment bien explicités. Là, du coup, le fait d'avoir fait cette analyse de risque, du coup, la demande d'investissement, elle est argumentée et elle passe plus facilement. Donc ça aussi, les gens comprennent très bien en quoi le fait de faire l'exercice du diagnostic et de la proposition de plan d'action et d'être capable de l'argumenter, ça permet aussi de déclencher des politiques d'investissement qui, sinon, en fait, ne se déclenchent pas toutes seules, quoi. Merci pour ce retour un peu opérationnel. C'est intéressant d'avoir un retour de quand la méthodologie a été mise en place. Moi, j'ai un retour plutôt technique, du coup, sur la méthodologie OCARA, et je partage le retour que c'est vraiment une très bonne méthodologie. C'est une des, je pense, des seules pour l'instant qui est en tout cas disponible en accès libre et qui permet de vraiment voir les concepts, de commencer à s'intéresser sur un site et ça balaye tout ce qui doit être balayé, en tout cas pour se poser des questions sur les risques physiques. Donc, je pense que ça Et répond à la question. Oui. juste rappeler pour ceux qui ne sont pas familiers que néanmoins, c'est une méthode qui s'applique, qui permet de faire l'étude de risque pour un site, une Oui. installation donnée. Donc, quand on a un groupe avec différents sites ou différentes activités, il faut répéter autant de fois qu'on a de sites ou d'activités à traiter. Donc, c'est une approche qui est complètement complémentaire avec la méthode Acte Adaptation qui, elle, au contraire, a une approche beaucoup plus globalisante et qui permet d'avoir une vision d'ensemble de ce que fait une entreprise sur le sujet de l'adaptation. Oui, merci. C'est une bonne mise en perspective et aussi que OCARA, c'est un peu l'étape amont peut-être de Acte Adaptation dans le sens où OCARA permet d'évaluer et d'analyser justement ces risques déjà sur un site, alors que Acte Adaptation permet d'évaluer ce qui a été fait et en effet prend en compte la globalité de l'adaptation de l'entreprise et pas uniquement l'analyse des risques physiques et aussi la gouvernance et l'adaptation. J'en profite du coup de ce parallèle pour répondre à plusieurs questions qui étaient du coup sur la méthodologie Acte Adaptation en tant que telle. Alors déjà oui, la méthodologie Acte Adaptation, pour l'instant, il y a la version provisoire qui est disponible en ligne sur le site de Acte Initiative. On pourra vous mettre le lien du coup du site internet. On publiera aussi du coup sur ce même site la méthodologie Acte Adaptation en version définitive et finale. Donc, il y a un PDF, un Word, pardon. Et après, il y a plusieurs autres questions un peu plus précises. Une sur comment sont évalués les risques systémiques liés au changement climatique dans les méthodes Acte Adaptation. Et donc, risques systémiques qui ont été précisés sur déstabilisation de nos sociétés modernes, agriculture, société, migration. Alors, ça a été pris en compte, la question est un peu à la fois vague et en même temps très spécifique. Ça a été pris en compte, je dirais, toutes ces questions un peu systémiques à travers un indicateur dans la partie gouvernance qui permet de s'assurer que les décisions d'adaptation qui sont prises par l'entreprise ne vont pas à l'encontre d'un certain autre nombre d'enjeux, que ce soit la décarbonation, mais aussi justement tout ce qui est santé, pollution et tous ces enjeux un peu plus systémiques et que ce soit pensé ensemble et non pas l'un qui puisse aller contre l'autre. Et dans la partie gouvernance, dans la partie adaptation, pardon, il y a aussi la question de maladaptation et de veiller à ce que les solutions d'adaptation et les mesures d'adaptation qui sont mises en place ne sont pas des mauvaises solutions qui aggraveraient justement d'autres enjeux. Après, ça permet, c'est de check, ça permet pas de savoir comment prendre en compte, mais au moins de se poser la question. Ensuite, il y a une autre question sur Acte Adaptation, sur les scénarios comprennent-ils des risques politiques et géopolitiques? Alors, la partie du coup d'indicateurs sur les données et les scénarios, il est plus concentré du coup sur les éléments climatiques, notamment voilà, pour avoir des indicateurs sur
sur des mesures de variation de température, de sécheresse liées au changement climatique, mais ce n'est pas restreint à ça. Et cet indicateur peut aussi comprendre l'étude de scénarios qui, plus globalement, inclut justement ces enjeux de modification de politique, de géopolitique, notamment dans l'étude des risques physiques et de l'adaptation de façon générale. Ces scénarios à proprement dit de données climatiques, mais il y a aussi des scénarios qui sont de façon plus générale, qui peuvent être même qualitatifs et des récits, et de dire, bon, bah voilà, on se projette dans tel monde avec tels enjeux politiques, tels enjeux, et donc ça rentre aussi dans la méthodologie acte adaptation. Et je boucle aussi avec une autre réponse, une autre question. Si je la retrouve, je crois que c'était peut-être tout pour cette partie-là. Je vais peut-être voir d'autres questions en attendant de... Ah si, traitez-vous des risques de transition dans acte adaptation? Alors, là, c'est là où le mot risque de transition, donc il y a des exemples énergie, métaux, changement de demande client et réglementation. Donc, si c'est la question risque de transition, donc lié à la nécessité de réduire ses émissions, alors pas directement, c'est là où c'est compliqué cette question, est-ce que c'est mélanger décarbonation et adaptation ou pas? Si c'est sur la partie à proprement dire de réduction des émissions, non, mis à part cet indicateur justement qui permet de s'assurer qu'on fait les deux l'un pour l'autre et pas l'un à l'encontre de l'autre entre la décarbonation et l'adaptation, sinon non. En revanche, si la question est sur les risques de transition liés justement au climat qui change, là oui, mais de façon indirecte, donc ça pourrait être inclus à la fois dans les scénarios et à la fois du coup dans quelle partie de la chaîne de valeur l'entreprise étudie, et aussi dans les risques. Ces risques-là peuvent inclure justement des changements de demande. C'est une partie de la chaîne de valeur du coup qu'on a détaillée. Et pour les métaux, justement, est-ce que le changement climatique va impacter la disponibilité de certaines ressources? Ça fait partie du scope C pour certaines entreprises, mais comme on le disait, du coup, dans Acte Adaptation, il y a l'ensemble du scope, donc jusqu'au scope C, donc ça inclut aussi ces questions-là. Ensuite, il y a plusieurs questions qui sont posées à tous. Il y en a une autre qui est: comment sont associés les syndicats et les instances représentatives du personnel à la construction de la stratégie d'adaptation, et quelle place dans la gouvernance? Je ne sais pas si l'une ou l'un de vous voudrait rebondir sur cette question. Bon, vas-y Rémi. Bon, Parce que moi, je peux ne répondrai pas au donner niveau de un l'entreprise, je exemple. répondrai au niveau du PNAC, quoi. Voilà, donc alors nous, au niveau gouvernance, donc, le sujet, il est passé déjà 2 fois en conseil d'administration du groupe EDF. Par ailleurs, donc, on a fait des séances de travail avec les syndicats, donc via 2 instances. On a ce qu'on appelle le comité d'entreprise européen, et d'autre part, plus récemment d'ailleurs, on a fait une journée entière sur le sujet avec le comité de dialogue sur la responsabilité sociale. Donc, c'est un sujet absolument où on voit un intérêt très fort de la part des organisations syndicales, et donc on les associe en tout cas à la stratégie du groupe sur le sujet. Merci, je vois que le temps tourne. Est-ce que Frédéric voulait rapidement rebondir? Oui, très rapidement. Donc, au niveau de l'implication des syndicats, ils sont indiqués, par exemple, dans le plan national d'adaptation, hein, parce que je ne vois pas exactement où est prise la question. Est-ce que c'est au niveau de l'entreprise ou est-ce que c'est au niveau national? Au niveau national, les syndicats sont associés à une commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique, qui surveille et qui valide chaque année les résultats de suivi et de progression du PNAC. Donc, ils sont directement impliqués et on prend en compte directement les réponses.
Merci beaucoup. Tantôt, je vais devoir repasser du coup la parole à Gaëlle pour conclure. Il y avait juste un point du coup, rapidement, bonjour et merci pour ces témoignages, et qui demandait d'évoquer les ateliers de l'adaptation au changement climatique. En effet, c'est un outil qui est développé récemment, qui est un atelier, donc comme un peu la fresque du climat, mais centré sur l'adaptation au changement climatique, qui s'adresse à la cible territoire et aussi un autre spécifiquement sur les entreprises. Et ça permet de sensibiliser à l'ensemble de ces questions qui ont été évoquées ce matin sur l'adaptation, dont SNCF a pu tester récemment un atelier. Donc, en effet, on recommande cet atelier pour, voilà, si il y a besoin de se lancer et de commencer à se poser des questions, on encourage à faire cet atelier de l'adaptation au changement climatique. C'est un outil supplémentaire dans la sensibilisation qu'on fait vis-à-vis des salariés. On ne sensibilise pas pareil des directions financières et des directions opérationnelles. Donc, on a besoin d'avoir plusieurs cartes en main. Les ateliers de l'adaptation sont une des cartes qui peut être utilisée pour sensibiliser les salariés, en particulier les CODIR, les directions financières. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'utiliserait. Super, merci beaucoup pour tous vos retours très intéressants et très éclairants. Et du coup, je repasse la parole à Gaëlle pour la conclusion. Merci Stéphia et merci effectivement à vous toutes et tous pour vos interventions respectives. C'était très intéressant. Merci aux participants pour vos nombreuses questions et réactions dans le chat. Pour conclure cette webconf, tout simplement, vous renvoyez vers les stands, donc celui de l'ADEME si vous souhaitez poursuivre ou compléter les échanges. Également, on a beaucoup d'autres structures qui sont présentes sur le salon. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la salle des stands pour rencontrer nos exposants du jour. Les stands changent tous les jours. Le replay de cette conférence, du coup, sera disponible dans quelques instants directement dans cette salle. Si vous souhaitez revisionner une partie, vous en avez raté une peut-être, par exemple, etc., ou diffuser, relayer autour de vous ce contenu s'il vous a été utile. N'hésitez pas, c'est ici que ça se passe jusqu'au 1er septembre. Le prochain sujet à 11 h, dans une demi-heure, sera sur le pilotage financier de son plan de décarbonation. Donc, je vous mets le lien de la salle directement dans le chat si vous souhaitez y assister. Également, vous rappeler que si vous souhaitez soutenir le sommet virtuel du climat, vous pouvez nous faire un don. Et dernier point, votre avis est vraiment primordial pour nous, très important. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour compléter ce questionnaire que je viens de mettre dans le chat, ce serait super. Encore merci à tout le monde pour votre participation. À très vite sur une prochaine webconférence du SVC. Et les intervenants, ne vous déconnectez pas, on peut débriefer rapidement tous ensemble dans cette même salle. Merci beaucoup et au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. c'est mieux.